Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes ne s'applique pas à la requête collective NO-PASS contre la loi sur le pass sanitaire. Alors, il s'agit de répondre à une objection récurrente, vous êtes très nombreux à poser cette question, selon laquelle donc pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faudrait d'abord obligatoirement avoir saisi les juridictions nationales. Alors, effectivement, c'est vrai que conformément à la règle prévue à l'article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il faut avoir épuisé les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la Cour. La recevabilité, c'est une étape préalable de filtrage où la Cour décide si elle doit examiner les arguments ou rejeter la requête sans rendre une décision sur le fond. Il y a deux conditions de recevabilité principales. La première, c'est donc l'épuisement préalable des voies de recours internes, et la seconde, c'est avoir la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc deux conditions de recevabilité, article 34, la qualité de victime, article 35, l'épuisement préalable des voies de recours internes. L'objection de la recevabilité et de l'épuisement des voies de recours internes inquiète beaucoup d'entre vous, d'autant plus que des avocats très sérieux reprennent cet argument pour dissuader les opposants au pass sanitaire de faire autre chose que saisir le Conseil d'État. Il faudrait saisir le Conseil d'État je ne sais pas combien de fois, jusqu'à avoir suffisamment épuisé les voies de recours internes. Enfin, je ne sais pas si on va épuiser les voies de recours internes ou si on va épuiser les opposants, épuiser les requérants. Mais bon, avec tout le respect que j'ai pour les compétences de ces avocats, je vais vous expliquer pourquoi ils se trompent très lourdement. Pour cela, sans rentrer dans un cours de droit complet, mais pour cela, je vais vous parler d'une autre affaire, d'un seul exemple, une affaire qui a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme en grande chambre le 1er juillet 2014. C'est l'affaire SAS contre France. Il s'agissait d'une femme qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme afin de voir constater que la loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public, donc la loi qu'on peut appeler plus trivialement la loi interdisant le port du niqab et de la burqa, que cette loi donc violait ses droits fondamentaux et notamment la liberté de religion. Dans cette affaire, deux éléments intéressants doivent être soulignés. Premièrement, la plaignante n'avait jamais été condamnée au titre de la loi interdisant le port du niqab. Elle n'avait jamais été condamnée à payer une amende, elle n'avait jamais fait l'objet d'une verbalisation. La loi ne lui avait tout simplement été jamais appliquée. Elle alléguait simplement être potentiellement victime, victime d'une violation potentielle du fait de l'existence de la loi en elle-même, du fait que cette loi lui était applicable si elle décidait un jour de sortir dans la rue en portant un niqab. Et d'ailleurs, la plaignante admettait elle-même ne pas porter systématiquement tout le temps le niqab. Donc je cite l'arrêt, selon la plaignante, elle accepte de ne pas porter tout le temps le niqab dans l'espace public, mais souhaite pouvoir le faire quand elle est son choix, en particulier lorsque son humeur spirituelle le lui dicte. Il y a ainsi des moments, par exemple lors du ramadan, où elle a le sentiment de devoir le porter en public pour exprimer sa religion et sa foi personnelle et culturelle. Donc, premier point, dans cette affaire, la plaignante n'allègue pas ne pas pouvoir sortir de chez elle parce qu'elle porterait le niqab ou parce qu'elle a été condamnée et verbalisée. Non, c'est simplement l'application potentielle, le fait d'être potentiellement en infraction avec cette loi qui constitue sa qualité de victime. Donc, première condition de recevabilité, article 34. Second point à souligner dans cette affaire, cette fois concernant l'article 35, la loi interdisant le niqab et la burqa était entrée en application le 11 avril 2011. Et figurez-vous que la plaignante a saisi la Cour européenne des droits de l'homme ce même jour, le 11 avril 2011, sans saisir aucune juridiction française au préalable, et pourtant sa requête a été jugée recevable. Je pourrais m'arrêter là, je pense que ça serait suffisant comme démonstration, mais je vais vous expliquer le raisonnement de la Cour donc sur ce deuxième point, sur cet article 35, pourquoi dans cette affaire la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le fait de saisir la Cour européenne des droits de l'homme le jour même de l'entrée en vigueur de la loi sans avoir saisi le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, tout ce que vous voulez, pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que ça ne posait aucun problème de recevabilité du point de vue de la règle de l'article 35,
la règle d'épuisement préalable des voies de recours internes. Alors, je vous cite un passage de la décision, très très bref. Ce sont 3 paragraphes, 59, 60 et 61, où la Cour donc examine la question de la recevabilité. La Cour donc retient les choses suivantes. Elle nous dit: le gouvernement soutient qu'en l'absence de toute procédure interne, il doit être conclu que la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. Donc, paragraphe 59, il est admis, il est constaté que la requérante, la plaignante, n'a absolument saisi aucune juridiction française. Paragraphe 60, la requérante rappelle que les requérants ne sont pas tenus d'épuiser les voies de recours internes qui seraient inefficaces ou inutiles. Donc ça, c'est une exception qu'on peut appeler une exception Vernillo. Donc il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, mais notamment un arrêt Cour européenne des droits de l'homme de 1991, Vernillo contre France, où on pose cette exception à la règle d'épuisement des voies de recours internes. Eh bien, il est inutile d'épuiser des recours qui n'existent pas ou qui n'ont aucune utilité. C'est très simple à comprendre. Enfin, paragraphe 61, réponse de la Cour donc sur ces 2 arguments précédents. Selon la Cour, cette question, donc la question de l'épuisement des voies de recours internes, cette question est dénuée de pertinence dans le contexte du système légal français, dès lors qu'elle a conclu que la requérante peut se dire victime en l'absence de mesures individuelles. Je traduis. La Cour nous dit que la question de la vérification des conditions de recevabilité de l'article 35 sur l'épuisement des voies de recours internes est dénuée de pertinence, la question ne se pose pas, du moment qu'on a constaté que la requérante était bien victime au sens de l'article 34 et dans le contexte particulier du système juridictionnel français. C'est propre à la France. Ça ne serait pas forcément vrai pour un autre pays européen. Donc, j'explique un petit peu ça. Premier temps du raisonnement. La violation alléguée par la plaignante découle de l'existence de la loi en elle-même, qui crée une menace pour les personnes musulmanes susceptibles de porter le niqab, ou d'ailleurs musulmanes ou non, ou qui deviendraient musulmanes, peu importe. Cette loi crée une menace pour toute personne qui, pour une raison ou pour une autre, déciderait de porter, de dissimuler son visage dans l'espace public. Et cette menace, elle existe indépendamment de toute mesure individuelle d'application de la loi. Il n'est pas nécessaire de s'être pris une amende pour être victime de l'application de la loi. On est victime potentielle. On est une victime potentielle dès lors que la loi existe, dès lors qu'elle a été votée. Deuxième temps du raisonnement, une fois qu'on a vérifié la condition de victime, la qualité de victime au sens de l'article 34, deuxième temps du raisonnement, on passe à l'article 35, à la règle d'épuisement des voies de recours internes. Et là, la Cour nous dit, dans le système français, en raison du fonctionnement particulier des juridictions françaises, sur lequel je ne vais pas vous faire un cours extensif, mais bon, voilà, la Cour en tout cas elle est au courant, en raison du fonctionnement particulier des juridictions françaises, on peut considérer qu'il n'existe pas de recours disponible utile qui soit ouvert à un simple citoyen contre une loi. Aucun recours n'est prévu en France permettant à un simple citoyen d'obtenir l'annulation d'une loi qui a été votée au motif qu'elle serait contraire à la CEDH. À partir de là, la Cour nous dit très explicitement, mais il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, la Cour nous dit très clairement que la question de l'épuisement des voies de recours ne se pose pas du tout. La question de l'épuisement des voies de recours n'a même pas besoin d'être posée puisqu'il n'existe pas en France de recours à épuiser afin d'obtenir l'annulation de la loi. C'est la notion de recours utile, effectif au sens des articles 13 et 35 CEDH. Bon, je ne développe pas. Il suffit donc, si on comprend bien la solution dans cette affaire SAS, il suffit donc à la personne, lorsqu'elle se plaint de l'existence de la loi en elle-même, du fait que la violation résulte de l'existence même de la loi, il suffit à la personne de démontrer qu'elle est victime potentielle pour avoir le droit de saisir la Cour, sans avoir besoin d'épuiser des voies de recours internes. La condition de recevabilité de l'article 35 ne se pose pas, il suffit de vérifier la condition de recevabilité de l'article 34 concernant le statut de victime.
Or, je vous rappelle que cette femme n'a jamais été verbalisée, encore moins jamais condamnée, et que cette femme ne prétend même pas ne pas pouvoir sortir dans la rue sans son niqab. Elle se plaint seulement d'être potentiellement victime, c'est-à-dire d'être potentiellement verbalisable un jour en fonction de son humeur spirituelle, si elle décide ce jour-là de porter ou non le niqab. On est là, vous voyez, face à une victime quasiment automatique. Troisième temps du raisonnement. La Cour nous dit surabondamment, la Cour enfonce le clou, elle nous dit qu'à partir du moment où la loi interdit le niqab et le burqa a été validée par le Conseil constitutionnel, on peut considérer que les juridictions françaises ont eu l'occasion d'examiner la loi et éventuellement de l'annuler. Donc le Conseil constitutionnel a eu sa chance, il a décidé de ne pas annuler la loi, c'est bon, toute personne qui entre dans le champ d'application de cette loi peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme sans même avoir besoin de démontrer qu'elle est musulmane ou musulmane pratiquante. Et toute personne pouvait donc saisir la CEDH le jour même de l'entrée en vigueur de la loi. Je dis bien toute personne. Si j'applique donc le même raisonnement concernant la loi sur le pass sanitaire, ça donne quoi ? C'est très simple. Tous les Français âgés de plus de 12 ans, et on pourrait même argumenter sur le fait que les enfants sont des victimes par ricochet, c'est une notion. Si les enfants de moins de 12 ans sont victimes par ricochet du fait des conséquences que ça peut avoir pour leurs parents, mais passons. Pour simplifier, disons que tous les Français âgés de plus de 12 ans sont potentiellement victimes de l'application de la loi puisqu'ils entrent dans son champ d'application. Puisqu'on peut leur demander de présenter un pass sanitaire valide s'ils veulent entrer dans un centre commercial, aller à l'hôpital, aller à la piscine, etc., etc. La violation résulte bien de l'existence de la loi en elle-même et non de son application individuelle à telle ou telle personne en particulier. Or, en raison du système particulier de recours français, donc ce qui était vrai en 2014 est toujours aussi vrai en 2021, il n'existe toujours pas en France de recours permettant à un simple particulier de saisir une juridiction, quelle qu'elle soit, pour obtenir l'annulation d'une loi qui a été votée et validée par le Conseil constitutionnel. Conclusion, tous les citoyens français pouvaient saisir la Cour européenne des droits de l'homme dès l'entrée en vigueur de la loi sur le pass sanitaire, à partir du moment où le Conseil constitutionnel avait validé cette loi. Et là, vous allez me dire, oui, mais la requête a été introduite le 22 juillet. La requête, le recours collectif NOPAS, effectivement, je l'ai rédigé et je l'ai mis à votre disposition dès le 22 juillet. Et certains, donc, ont agi ce même jour. Vous allez me dire, le 22 juillet, c'était avant même que la loi du 5 août sur le pass sanitaire ait été votée et validée par le Conseil constitutionnel. Alors là, c'est très facile de vous répondre. Parce qu'en réalité, la première loi sur le pass sanitaire a été votée le 28 avril 2021 et validée par le Conseil constitutionnel le 31 mai 2021 avec une entrée en vigueur prévue au 1er juin 2021. Donc vous vous rendez compte qu'en réalité, en rédigeant cette requête le 22 juillet, j'étais un petit peu en retard. On aurait pu agir dès le 1er juin contre cette loi pour saisir la CEDH. On a un petit peu traîné. Il n'y a absolument aucun problème de recevabilité. Le pass sanitaire, la loi du 5 août n'a procédé qu'à une extension du principe de pass sanitaire qui avait déjà été voté le 28 avril, validé le 31 mai. Et c'est donc sans surprise, c'est pour ça que j'ai rédigé cette requête avant même que le Conseil constitutionnel ait validé cette loi du 5 août, puisqu'il avait déjà validé la loi du 31 mai. Donc il n'y avait absolument aucune chance, mais zéro chance, que le Conseil constitutionnel se contredise à un mois d'intervalle. Bref, je ne peux pas vous garantir que la Cour va déclarer notre requête recevable. Simplement pour la simple et bonne raison que la Cour européenne des droits de l'homme peut déclarer une requête irrecevable pour tout un tas de motifs, notamment si elle estime que la requête est manifestement mal fondée. Qu'est-ce que ça veut dire requête manifestement mal fondée ? Ça veut dire ce que la Cour dit que ça veut dire. Bienvenue dans le monde merveilleux du réalisme juridique. Donc je ne peux absolument pas garantir que la requête sera déclarée recevable. Je ne vous ai jamais dit que la requête, que c'était imparable et qu'il était inévitable que la Cour déclare la requête recevable.
Justement, c'est pour ça que je vous propose cette stratégie de recours en masse. Enfin, si j'étais sûr de la recevabilité de ma requête, j'aurais agi tout seul. Je ne me serais pas lancé dans cette espèce de folie qui consiste à vouloir lancer des dizaines de milliers de requérants devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi cette stratégie de recours en masse? On est déjà à 12 000. Mais le but est de saturer la Cour européenne des droits de l'homme, de la saturer administrativement jusqu'à ce qu'elle accepte de juger. Tout simplement parce qu'elle n'aura pas les capacités administratives suffisantes pour traiter une telle masse de courriers, une telle masse de requêtes. Donc voilà, enfin, moi j'ai été très clair dès le début sur ce qu'il en était de la stratégie concernant la recevabilité. Donc, je ne peux pas vous garantir que la requête sera recevable. Si la Cour décide que la requête est irrecevable, elle peut le faire pour des raisons sans avoir même à motiver ou à s'expliquer. Mais il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que la requête ne sera pas déclarée irrecevable pour non-épuisement des préalables des voies de recours internes. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude que cette requête ne sera pas déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Parce que la jurisprudence est très très claire sur ce point. C'est une jurisprudence bien établie. La Cour a toujours jugé dans ce sens-là. Et c'est absolument imparable. Je ne vous ai jamais dit que la victoire était certaine. Je ne vous ai jamais dit que la recevabilité était certaine. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si on n'agit pas, si on ne saisit pas la Cour, si on ne continue pas à se battre, la défaite, là pour le coup, elle est garantie. Sûr à 100%. Donc c'est comme le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est ce que je vous demande. Je vous demande de consacrer 5 minutes de votre temps. Je vous demande de consacrer 2-3 euros pour acheter 2 timbres et poster un simple courrier. C'est tout ce que je vous demande pour qu'on ait une chance, aussi faible soit-elle, mais une chance au moins de contester judiciairement cette loi. Parce que vous avez bien vu que ce n'est pas le Conseil d'État, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va venir nous sauver. Si on veut faire bouger les choses, il faut créer un rapport de force devant un tribunal. Et ce tribunal, le tribunal qui me semble le plus accessible, le plus adéquat, c'est bien la Cour européenne des droits de l'homme.